Bonjour Lisa. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis très heureuse de te recevoir et j'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Alors comme le dernier podcast, je l'ai commencé in medias res, je vais éviter de le refaire cette fois-ci. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Très bien. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Lisa Gachet. J'ai 34 ans. Je suis la fondatrice et la directrice artistique de Make My Lemonade, qui est une marque de vêtements de prêt-à-porter qui habille les femmes du 34 au 52. Ok, trop chouette. Je pense que Est-ce que ton rôle ou ton job, entre guillemets, a un peu évolué, je crois, ces dernières années? Est-ce que tu te présentais comme ça il y a 10 ans? Non, il y a 10 ans, la marque n'existait pas. Il y a 10 ans, j'avais juste un blog qui s'appelait aussi Make My Lemonade. Et j'étais pas hyper à l'aise avec l'étiquette de blogueuse. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu oisif alors que je bossais comme une sourde, mais il y avait une espèce d'imagerie collective que la blogueuse, elle faisait rien à part partir en voyage et être rincée. Ouais. Et donc je me présentais pas trop. J'étais là, j'avais pas le mot slasheuse non plus, mais enfin, de base, j'ai une formation de directrice artistique et de styliste, et je préférais me présenter par ma formation. Ouais, je comprends, mais en effet, il y a encore aujourd'hui, je trouve, qu'il y a une sorte de mépris autour de l'influence, de l'influence et des métiers qui sont sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, c'est comme dans tout métier, il y a des gens qui donnent à fond, il y a des gens qui donnent pas à fond, et c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre tout le monde dans le même panier au final. Je pense qu'il y a aussi un côté très français d'être jaloux de la réussite des autres et de juger sur des gens. Enfin, je trouve qu'un métier passion, c'est facilement enviable aussi. C'est vrai. Alors que ça vient avec, en effet, beaucoup d'énergie et de taf. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de lancer ton blog ? Ah, très bonne question. En fait, j'ai tout de suite travaillé après ma licence pro. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a proposé un job chez Yves Saint Laurent. Et je me souviens toujours de la moi de 21 ans qui a des paillettes dans les yeux parce que j'avais toujours rêvé de travailler la nuit avant les défilés. J'avais regardé les documentaires de Loïc Prigent et j'y étais. Et en fait, il y avait une autre partie de moi qui disait « Waouh, ça va être dur de se lever tous les jours de toute ma vie pour travailler pour quelqu'un d'autre qui va aller saluer à la fin du défilé. » Et je comprenais pas trop pourquoi c'était pas toutes les petites mains, tout le studio qui allait saluer. Mais bon, j'avais grandi, et tu sais, avec l'image du JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut qui montrait les collections de Saint-Laurent et on voyait toujours le DA qui sortait. Et du coup, je me faisais une raison, mais il y avait un truc qui sonnait faux en étant en interne. Mais après, je me suis dit, fais taire cette petite voix parce qu'en vrai, je ne savais pas qu'un autre chemin était possible. Et voilà. Et du coup, j'ai continué pendant 1 an et demi là-bas. Après, j'ai eu les CDD légaux qui se sont enchaînés. On m'a proposé un job. Mon contrat commençait plus tard. J'avais un moment de battement. Donc moi, j'étais un peu hyperactive et je voulais pas prendre un job à côté pour attendre mon contrat. Et du coup, j'ai postulé chez Bonpoint. Et je suis devenue l'assistante de la DA. Et c'était assez horrible comme expérience. Je l'ai déjà raconté. Ça me dit quelque chose. Et en fait, je comprenais encore moins le principe de maltraiter les gens. C'était complètement absurde. Et il y avait une autre petite pierre qui commençait à se former qui disait si un jour quelqu'un bosse pour moi, jamais de la vie je lui parle comme ça. En fait, je voudrais que les gens qui bossent pour moi viennent en courant plutôt que à reculons. Moi, je pleurais le matin. J'avais une boule au ventre. J'avais 23 ans. C'était pas possible, quoi. C'est ça qui est dur, je trouve, en plus, c'est que quand on est jeune, vraiment jeune, en fait, y a un peu ce truc de serre les dents et avance, parce qu'en fait, tu n'as pas de point de comparaison, vraiment. Et je trouve qu'il y a pas mal de jeunes qui sont assez exploités au quotidien, que ce soit des stagiaires, des alternants ou des gens qui ont un CDI, mais où il y a ce côté, en fait... je sais pas, c'est une espèce de vengeance que prennent leurs supérieurs, quoi, mais il y a ce côté, en fait... tu vas bosser et t'as rien à dire, et ils profitent un peu du fait qu'ils sont ingénus.
Ouais, et puis, tu vois, il y avait un côté où on m'avait toujours dit ça serait dur de travailler dans la mode, et je me disais, bon, bah, c'est l'eau, enfin, il faut que je serre les dents le temps que ça passe, et ça doit être ça, le truc qu'on me disait que c'était dur. Parce qu'en fait, j'avais vécu une période un peu bénie chez Saint-Laurent où je me suis éclatée. Enfin, j'étais au studio Homme, il y avait une ambiance de malade, et tout d'un coup, d'être dans l'univers de l'enfant où clairement, on n'est pas en train de guérir le cancer, quoi, et je comprenais pas pourquoi on se prenait autant la tête. Mais j'imagine que la pression des dirigeants, des chiffres, enfin ça doit te rendre amer, stressé, et du coup tu transfères un peu ce stress, quoi. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit ouais, en fait là je vais arrêter, enfin j'arrête les frais parce que. Donc t'as eu cette conscience de te dire là c'est un moment où tu te dis c'est trop. Ouais, il y a un moment où je dis c'est trop, et puis il y a un contrat qui continue pas, et je me dis non mais là je vais me mettre en freelance et je vais faire des missions à droite à gauche. Et à ce moment-là, je rebosse aussi pour faire de la direction artistique et du stylisme pour une marque de bijoux. Et clairement, on est 2. Et je me dis, non mais... Enfin, c'est vraiment trop con. Je comprends que je suis la petite main dans l'ombre, mais ça commence vraiment à me gonfler. Et je comprends le principe, mais j'avais envie de m'apporter de lumière. Et à ce moment-là, je crois qu'on est en 2011 ou 2012... Et je me dis, bah pourquoi. Enfin, je vois pas de blog qui parle, enfin en France du moins, qui parle de tous les trucs que j'aime. Parce que moi, j'aime pas que la mode, j'aime pas que la nourriture, j'aime pas que voyager, j'aime plein de trucs et j'adore surtout fabriquer des choses. Et je trouvais qu'aux États-Unis, il y avait quand même plein de trucs qui existaient, enfin plein de sites. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas moi, je vais faire mon blog. Et j'avais J'ai une tante américaine d'ailleurs qui me disait souvent quand t'es en déprime, essaye de transformer cette déprime en. Enfin, c'est citron en limonade. C'est ça. Ouais, elle me disait When life gives you lemon, make lemonade. Et du coup, je me disais, mais évidemment, enfin, je comprenais pas d'où ça venait. Et bon, bref. Et un jour que je déprimais, je me suis dit qu'il fallait que je m'enferme et que je me fasse un vêtement très beau pour que ça me fasse du bien. Et je me suis dit, je transforme les citrons en limonade, du coup. Ouais. Et du coup, bah, j'ai monté... faut que j'arrête de dire du coup tout le temps. Et j'ai monté Make My Lemonade à ce moment-là, un peu en mode... je vais montrer aux gens qu'on peut faire des trucs de leur 10 doigts sans qu'on ait l'air de... Enfin, tu vois, de faire de la mercerie, macramé et boule en bois, enfin, un truc un peu plus quali. Et que tout ce qu'il faut, c'est bien choisir ses matériaux et être bien accompagné, et que c'est à la portée de tout le monde de faire des trucs cool. Et ça a débuté comme ça. Et donc tu l'avais vraiment en ce qu'on appelle un peu un side hustle, c'est-à-dire en parallèle de tes missions. Ouais, enfin oui, moi c'est littéralement en parallèle, je faisais ça le week-end, et j'avais analysé un peu comment ça marchait. Enfin, il n'y avait pas vraiment de calcul de je vais me constituer une communauté pour faire un truc derrière. C'était vraiment ok, si je le fais à fond et je veux que ça fonctionne. Et j'avais identifié qu'il fallait surtout être régulier, être fier du contenu qu'on postait aussi, pas poster pour poster. Et il fallait se montrer. Je trouvais que en tout cas que les blogs qui fonctionnaient le mieux, c'est quand ils étaient incarnés. Et donc ça a été un peu un travail sur moi parce que je suis assez timide de prime abord. Et là, après, c'est différent. Enfin, tu sais ce que c'est, t'es derrière un écran, t'es tranquille. Ouais. Mais c'est une petite étape. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça me surprend toujours. Je suis de nature assez extravertie, donc personnellement, ça n'a pas été, tu vois, une difficulté. Mais c'est vrai que parfois, je rencontre d'autres créatrices de contenu et en fait, elles sont hyper timides. Et je me dis, je sais pas si je me serais lancée, moi, si j'avais été hyper timide, parce que au fond, tu t'exposes quand même à des centaines de milliers de personnes. Mais en effet, comme t'as pas à les affronter, entre guillemets, directement, je pense que pour pas mal de gens, ça a été un peu une thérapie. Oui, pour moi, ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir aux autres. Et je me souviens quand j'ai commencé, enfin quand je suis arrivée à Paris, on me disait oui non mais tu vois c'est le réseau, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu rencontres des personnes. Et j'étais là, comment je vais faire, je suis incapable de faire ça. Et c'est vrai que ça a été un bon exercice parce que ça a pris très vite et j'ai rencontré très vite des marques ou des agences qui m'ont fait confiance sur des projets. Et ça m'a obligée aussi à me dire ok, si je veux choisir une autre voie, il va falloir que je me mette un petit coup de pied au cul et que ça marche, quoi. Et tu parles du réseau, c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend beaucoup et qui, je trouve, peut être un peu stressante. Et d'un autre côté, moi, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est vrai. En fait, il y a quand même le réseau, ça aide quand même beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience à cette époque-là et même comment aujourd'hui
Enfin, tu vois, tu crées et entretiens ton réseau. Il y a réseau et réseau. Je pense que c'est pas un réseau qui est interne à toute la mode. Je pense que c'est beaucoup d'instinct et d'opportunités. Et tu vois, il y a un réseau, on va dire, j'ai des réseaux de freelance où je sais à qui je peux demander certaines choses. J'ai des réseaux de fournisseurs. Mais c'est l'expérience qui crée le réseau aussi. Mais je connais pas tout le monde. Il y a plein de choses. Et en fait, généralement, quand tu arrives à tisser et que tu fais les bonnes connexions, tu trouves toujours, t'es toujours le plus sain d'une personne qui t'intéresse. Et en fait, il faut poser les bonnes questions et frapper aux bonnes portes. Mais je dirais pas que ça se fait clairement pas en un jour. Mais au fil du moment, tu me dis aujourd'hui, j'ai envie de faire une casquette. Laisse-moi 10 minutes, je vais te trouver un fournisseur parce que je vais appeler les bonnes personnes pour faire le truc. Après, je te dis pas que ça sera dans les meilleures conditions, avec les meilleures matières, mais c'est déjà une première pierre pour dégrossir le projet. Ouais. Tu vois, là, je parle vraiment production ou projet, mais ça peut être tu veux un vidéaste, tu veux un photographe, tu veux un maquilleur, Oui, et puis même en soi, mais ça on en parlera aussi quand on parlera du passage à la création de la marque, mais tout ce qui est investisseur, tout ce qui va être entrepreneur, comme c'était pas exactement le même milieu, ça c'est un réseau quand même pour être dans ce milieu-là qu'on doit se créer. Mais après, je pense que moi c'est pas du tout là où je suis bonne, on va dire. J'ai pas, c'est pas l'énergie où j'ai envie de la mettre, tu vois, le financement. Je trouve que ma valeur ajoutée, elle n'est pas là-dessus. Donc, je préfère me faire accompagner sur cette partie-là. Et je pense qu'un bon entrepreneur, du moins une bonne entrepreneuse, c'est de savoir où sont ses forces. Et après, savoir ce qui te motive. Si moi, la finance ou la stratégie, je sais pas, marketing, c'était un truc qui me faisait vibrer, je me serais formée, mais concrètement, ça me fait chier. Et il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et le temps que je vais passer à me former, c'est du temps que je vais pas passer sur de la création, donc je préfère largement être entourée et du coup avoir la bonne personne dans mon réseau pour m'aider que dépenser de l'énergie à vouloir tout faire, quoi. Mais est-ce que c'est possible dès le début ? Tu vois, au début, on peut en parler maintenant. Ouais. Quand est-ce que tu décides de déléguer Non, mais de transformer, d'ajouter une pierre à l'édifice de Make My Lemonade en créant des vêtements. Ouais. Et quand tu as cette idée-là, voilà, tu te dis, as conscience du fait que tu pourras pas le faire, tu pourras pas tout faire toute seule, mais que voilà, il y a quand même la vision un peu strat, financière, etc. à prendre en compte. Bien sûr. En fait, pour avoir bossé du coup chez Saint-Laurent ou chez Bonpoint, il y a quand même une grande dimension où on sait que le vêtement, tu peux pas fabriquer, je sais pas, un body pour bébé en cachemire et le vendre 30 €. C'est juste économiquement, c'est pas viable. Donc tu as assez vite, même à l'école, une formation sur combien ça coûte et quel est, on va dire, ton coefficient minimum pour que ce soit viable et rentable. Ouais. Je te demande même pas de gagner de l'argent, je te demande juste que t'en perdes pas. Et du coup, une fois que tu as un peu cette idée-là, l'idée c'est de construire une collection en fonction d'avoir des choses qui soient commerciales, des choses qui sont images. Ça, c'est des briques qu'on t'apprend quand même assez tôt à l'école. Et ça se révèle être très appliqué dans le monde de l'entreprise. Donc ça, j'avais cette brique-là qui était pas solide, mais j'en avais très conscience. Et au bout de 2 ans de Make My Lemonade, de beaucoup de jobs, beaucoup de partenariats, j'ai fait beaucoup de workshops que j'animais, de vitrines, de set design pour des footings, et de beaucoup de posts sur le site. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était quand j'apprenais aux gens à faire des vêtements. Et même moi, je trouvais pas forcément ce que je cherchais dans le commerce. Et je me disais, ça j'adore ce haut, je vais le démonter et je vais prendre le patron et je vais en faire un autre. Et à l'époque, c'était très personnel parce que je gradais pas forcément... j'essayais toujours de me débrouiller pour que ce soit une taille unique ou que ce soit assez grand ou assez adaptable à plus de morphologie possible. Et c'était clairement les articles qui étaient le plus lus. Et je me suis dit, quand même, la magie de faire une fiche technique et de recevoir un vêtement, ça me manque beaucoup. Et je vais essayer de raccorder mon savoir-faire
avec l'expérience que j'ai eue, donc des shootings et des workshops et du do-it-yourself, pour créer, pourquoi pas, une marque. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai rien à perdre. Puisque j'avais des revenus avec le blog, donc... Et j'ai monté... on a lancé d'abord des patrons de couture qui ont très bien marché. Très vite, d'ailleurs. C'est assez fou. Je pensais pas qu'il y aurait une appétence pour le patron de couture en 2012. Et ensuite, au bout de 3 mois, j'ai lancé les vêtements. Et en fait, pour lancer les vêtements, je savais que j'avais besoin de fonds. Parce qu'une production, ça coûte des sous, c'est de l'immobilisation de fonds et de matériaux. Et à cette époque-là, j'ai la chance de rencontrer une personne qui deviendra un ami, qui me dit c'est quand même fou la communauté que t'as, si un jour tu décides de monétiser, tu m'appelles. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête et je l'ai appelé un peu en mode comment je fais, parce que je pense que je peux faire ça et ça me manque de faire des vêtements. Et il me dit ok, maintenant on va écrire un business plan tous les deux. Donc le truc, c'était un vieux Excel tout pété où je connaissais à peu près l'argent que je ne devais pas dépenser. Enfin, j'avais un peu un prix target à ne pas dépasser pour fabriquer une robe. Donc je savais que ma matière première, elle devait me coûter tant et que ma façon, elle devait être à peu près à ce niveau-là pour le prix auquel j'espérais vendre des vêtements. Et moi, mon postulat de base pour Make My Lemonade, c'était que je voulais faire des vêtements de façon... Enfin, je parle de ça en 2015, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais je voulais les faire le plus localement possible. Donc, je voulais pouvoir aller visiter l'usine quand ça me chantait pour faire des contrôles et être sûre que que les personnes qui fassent les vêtements soient dans des bonnes conditions. Et je voulais que le prix de vente soit accessible, que mes potes, en fait, elles décident pas de manger des pâtes ou m'acheter un vêtement, en fait. Parce qu'à l'époque, on était... aux heures dorées de Carven, qui était le créateur, tu vois. C'est que je m'en souviens même pas. Un dino, c'était... Mais le nom me dit quelque chose. C'est Carven, c'était fou, c'était encore le début d'Assos, tu vois. Un autre acteur, là tu réfléchissais moins, tu vois. Mais il y avait un truc très créateur, t'avais vraiment, je pense à Carven, et je pense à Assos, donc si tu voulais un truc un peu différent. Et je voulais pas que mes potes se saignent pour s'acheter un vêtement, qu'elles réfléchissent quand même, mais... en avant. Et il me dit, ton tableau Excel, je pense que pour lancer une première prod, il te faut environ 80 000 €. Il y avait 2 collections dans l'histoire, et il y avait recruté une personne pour la partie patronage, et... je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il y y avait pas mal de briques. Une chef de produit peut-être Non, pas encore. Il y avait juste une personne, on était 2 à faire ça. Ouais. Et j'avais une première, une stagiaire qui s'est lancée en freelance, donc on était 3 au tout début. Et c'était... Et oui, il fallait acheter du packaging, il y a tellement de dépenses, des on s'en rend tellement pas compte. Les étiquettes, je voulais une expérience colis de malade, Donc, on avait listé un peu tous les besoins et donc 80 000 €. Concrètement, j'aurais pu aller voir une banque. C'est pas un montant déconnant quand tu te lances. Puis j'avais des bilans comptables depuis 2 ans avec ma création de contenu qui n'était pas naze non plus. Donc, j'aurais pu y aller. Mais je me prenais pas mal devant parce que j'avais encore plus une tête de bébé que tu vois, c'était délit de faciès, c'était genre vraiment vous êtes mignonne, mais bref une jeune femme de 26-27 ans, on la prend pas au sérieux, quoi. Genre on la prend pas trop au sérieux. J'avais 26 ans et du coup puis j'avais pas envie de... C'était pas la guerre que j'avais envie de mener, c'était pas celle-là en ce moment. À ce moment-là, j'avais juste envie que ça aille vite et j'avais pas envie de devoir expliquer son métier à un vieux banquier blanc. C'était pas le moment. Et j'ai pas dit du coup. Et à ce moment-là, je décide... et mon ami me dit, tu vas frapper à la porte de tous les gens qui ont de l'argent. J'étais là, grave, c'est hyper... tu regardes ton répertoire et tu vois qui a des thunes et tu les appelles. Je suis là, c'est hyper gênant, je veux pas faire ça. C'est chaud. Mais surtout que, du coup, de ce que tu me décris, t'es pas une commerciale, quoi. Non. Donc il y a des gens qui kiffent, tu vois, et c'est trop chouette. Mais c'est vrai que pour les autres, j'en fais partie aussi, c'est...
ça, tu vois. Et puis, qui a des sous, enfin, genre, c'est pas forcément évident, c'est pas... Puis il me dit, non, mais en fait, on a des petits montants, tu vois, 10 000, 15 000. Je dis, ah, mais attends, mais t'imagines, mais moi, j'ai pas ça sur mon compte, j'aurais jamais eu ça. Donc, comment je fais pour... Et je voulais pas demander à mes parents, même si je suis même pas sûre qu'ils avaient une somme pareille chez eux, mais je voulais vraiment séparer le pro du perso. Et puis je m'en serais trop voulu si ça avait pas marché. Enfin, c'était pas du tout l'idée. Et il vit dans un truc très égalitaire où je pense que s'il l'avait fait pour moi, il aurait voulu le faire pour mon frère et ma sœur. Et en fait, c'était pas... Enfin, je voulais pas prendre ce point-là. Ouais. Et du coup, j'ai parlé à tous mes potes de mon projet. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et mais tu devrais pas en parler à un tel, tu devrais... Enfin, en fait, du coup, j'ai arrêté de dire. Du coup, c'est insupportable. Mais y a pas... Tu sais que je pense que personne n'aurait remarqué si tu l'avais pas souligné. Et j'en parlais de façon, je pense, passionnée. Et les gens me disaient, mais tu devrais en parler. J'ai rencontré un tel. Donc, réseautage, finalement, dès que tu es un peu... animé par un projet, ça coule de source. Et j'ai rencontré plein de gens très différents, des gens qui sont devenus des potes maintenant. Et puis j'ai aussi joué sur les égos des uns des autres qui me disaient ouais, mais moi je vais mettre tant, mais je veux pas que lui il mette autant, donc je vais venir avec ma pote qui fait ça. Comme ça, à deux, on a autant de poids qu'un tel. Je vous dirai pas des noms. Mais il y avait des jeux d'ego. Assez drôles. Et puis j'y suis allée au culot aussi, dans le sens où on me donne une carte de visite où il y a écrit Business Angel. Ouais. Un soir, dans une soirée, je fais OK, fine. 2 jours plus tard, je te rappelle, puisque j'ai un projet. Et ça s'est fait comme ça. Donc vraiment... Donc t'es allée toquer à la porte de plusieurs Business Angels. Alors juste, il y en avait un qui était Business Angel. D'accord. Et lui me dit ouais, je viens, mais je vais te présenter ma directrice marketing qui va faire son premier investissement avec toi. Et en fait, ça a super bien fité et on est potes et c'est trop cool. Et il y en a un autre qui me dit tiens, je bosse avec cette nana qui est super. Je lui fais un bisou, c'est Maïva B6 de l'exception, de la caserne. Et on est devenus très amis. Et voilà. Mais c'était des petits tickets, tu vois. C'était vraiment... c'était trop bien. Et au début, on était 7. Ok. Et donc, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est vrai que c'est un milieu un peu particulier, toutes ces personnes qui mettent des billes, en fait, deviennent tes actionnaires. C'est ça. Mes associés, mes tes associés, ouais, carrément. Ouais, et en fait, tout le monde n'a pas son mot à dire sur les décisions qu'on prend. Ça dépend du ticket qui est mis. Du ticket aussi et du pacte d'actionnaire. Tu peux mettre 20 € si tu veux. Mais tu peux moi, si je décide de dire que tu as un droit de décision dans la boîte et que c'est acté dans le pacte d'associés et que tout le monde a signé, c'est OK. Ouais. Mais c'est le pacte d'associés qui va définir l'ensemble des règles de la société et des rapports entre les associés. Et assez vite, pour encadrer l'activité, on a grandi assez vite. En 2018, on a refait une levée de fonds pour ouvrir la boutique. Et à ce moment-là, on a fait rentrer plus de gens. J'ai aussi ouvert le capital aux gens de ma société, de mes employés. Donc, on est 13 aujourd'hui. Et l'idée, c'était de se dire, on ne peut pas être 13 à siéger et à prendre des décisions. Donc, on a constitué un board de 5 personnes. Et donc, ça, c'est écrit dans le pacte d'associés. Et ces 5 personnes, on se voit toutes les 6 semaines et on prend des décisions. On présente les chiffres, on dit où on en est, quels sont les chantiers en cours. On galère pour ce truc-là. Est-ce que quelqu'un a un contact pour nous aider à... Et donc, c'est une espèce de moment de partage. Généralement, c'est très bienveillant et on ne se fait pas taper sur les doigts parce qu'on a bien choisi nos associés. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Pour le deuxième tour de levée, tu as toujours pris des personnes individuelles plutôt qu'un fonds ? Ouais. Ok. En fait, c'était vraiment... on va dire que le premier tour, c'était la love money et le deuxième, c'était de la smart. C'était même pas une série A. C'était encore autre chose parce qu'on a fait rentrer des associés et la BPI au moment où la BPI a rentré, mais pas en tant que fonds, mais en tant que banque. Ouais. Donc c'est un prêt, c'est un prêt fait auprès de la BPI. Je crois que de mémoire, la BPI peut prêter le montant qui est levé, exactement, c'est ça ? Ouais. 50, donc comme 50. ça, vous avez le double. Et tu communiques sur combien vous avez levé en 2018 ? Non,
D'accord. Je communique pas, puis je me souviens plus. J'avoue que je suis vraiment pas la personne des chiffres. Ok. Non, mais ce que je pense que, enfin moi, c'est une question que je me pose aussi, c'est ouvrir une boutique, c'est combien ça représente, parce que c'est vrai que de plus en plus, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je trouve de marques de vêtements en ouvrent à l'heure où quand même le Covid a un peu, était difficile pour beaucoup de gens, quoi. Mais plutôt envie de te dire post-Covid, on a envie de se rétracter et de se mettre que sur le web. Et puis c'est vrai que avoir une boutique, c'est abyssal le problème ça soulève. Et en fait, il faut être bien staffé pour pouvoir porter ce projet-là. Donc, il faut se staffer aussi en conséquence. Enfin, c'est pas juste des murs et de la prod pour fournir une boutique. Il y a toute une face cachée qui est souvent... moi, que j'ai complètement sous-estimée à ce moment-là. Aujourd'hui, je touche du bois, on est encore là et on a survécu au Covid. Mais c'est vrai que ça a été... une vraie question. Est-ce qu'on la ferme, qu'est-ce qu'on fait Puis on avait nos bureaux à côté, mais vu que c'était... Parce que du coup, vous avez continué à payer vos bureaux et la boutique pendant un an. On a été fermés 6 mois concrètement. Et il y a plein de bailleurs qui ont joué le jeu et qui ont fait des mois de gratuité. Pas le nôtre, par exemple. C'était pas très cool. Mais on s'en est sortis, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était chaud. C'est des moments où tu te dis heureusement que vous êtes aussi en ligne, quoi, et qu'on a une communauté aussi merveilleuse qui nous a soutenus pendant toute cette période et qu'on a fait des choix. On a fait moins de pièces, on a fait des plus petites collections avec des drops plus réguliers aussi. C'est difficile d'exister sur Internet en faisant 2 collections par an parce que tu as quand même l'impression de montrer toujours les mêmes choses. Et puis si ça veut dire que si tu dois durer 6 mois, tu fais des collections beaucoup plus... des productions beaucoup plus importantes. Ouais. Et le stock, c'est le nerf de la guerre, il faut essayer de pas en avoir. Pas en avance, pas surstocker pour se retrouver avec du stock sur les bras. Donc c'était un calcul... c'était une période passionnante. Et aujourd'hui, on se repose plein de questions, tu vois. Régulièrement, cette année, on a sorti 9 petites collections. Et même nous, ça nous a paru intense comme rythme. Et là, on est en train de réfléchir à se dire on va en sortir une tous les 2 mois l'année prochaine, mais on va continuer de shooter tous les mois pour remontrer les pièces qui seraient pas bien parties. Mais on comprend pas pourquoi elles sont pas bien parties parce qu'on y croit autant que les autres. Et du coup, montrer le vêtement d'une nouvelle façon sur une nouvelle personne. Donc on essaye d'être malin sur... comment trouver notre rythme et comment trouver la recette, quoi. Ouais, la recette de la limonade. C'est ça. Non, mais en fait, c'est très compliqué, je trouve, d'être une marque engagée aujourd'hui. Parce que, pour 2 raisons principales, c'est que la première, il y a énormément de greenwashing de la part de beaucoup de marques où du coup, en fait, t'as presque l'impression que acheter chez H&M aujourd'hui, c'est aussi responsable que d'acheter chez vous, alors que c'est absolument pas le cas, parce qu'ils communiquent à fond sur leur partie responsable, qui est piètre, il faut quand même le souligner. Et aussi parce que, en tant que marque tout court, on a des obligations, des devoirs, on doit, pour faire tourner l'équipe, pour se développer, il faut être rentable. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, je m'étais dit qu'on ne ferait jamais d'ads. On a eu la chance pendant 2 ans de tu vas jamais avoir besoin d'en faire. Et en fait, là, on se dit, si, en fait, c'est vrai que si à un moment on veut toucher un autre cercle que ceux qui nous connaissent déjà, il faut faire de l'ads. Et puis, en plus, moi, les sous-vêtements, j'en ai créé parce que je me dis, en fait, c'est quelque chose qu'on peut pas trouver en seconde main. Donc, je rajoute pas de prod. C'est vraiment quelque chose dont pour moi, on a besoin. Donc, mais tu vois, il y a presque ce côté où parfois, j'ai l'impression de devoir sacrifier des principes. Et pareil pour le rythme de collection, tu vois. À la base, je pensais en faire que 4 par an. Mais en fait, tu te rends compte que non, si tu veux te développer, il faut en faire plus. Et c'est très difficile à trouver cet équilibre entre ce qu'il faut faire et d'un autre côté, ce que tu veux faire et la philosophie de la marque, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut aussi... avoir une vision plus long terme et avoir aussi où est-ce que tu places ton curseur de réussite. Est-ce que ton curseur de réussite, c'est de faire 50 millions ? Et c'est pas un gros mot. Si c'est ton ambition, et tant mieux, tu sais ce que tu dois faire, il y a un chemin pour le faire. Si ton ambition, c'est d'en faire 10 et d'être très heureux et que tes employés vivent bien, t'as un autre chemin. C'est juste à toi de décider. C'est quoi ? C'est de l'hypercroissance, c'est oui, mais je vais pas intéresser tel fond. Mais on s'en fout, en fait, c'est juste si toi, ton bonheur, il est là, en fait, c'est le chemin qu'il faut que tu prennes. Et
Et aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup de greenwashing, il y a aussi du body positivism washing. Enfin, il y a plein de trucs. Et tu vois, à aucun moment, on a communiqué sur le fait qu'on était une marque éco-responsable, parce que je pars du principe que si tu fais des vêtements aujourd'hui, tu n'es pas éco-responsable. Enfin, on n'a pas besoin de plus. Mais tu pourras toujours... moi, je peux pas enlever le fait qu'un vêtement, il est vecteur de confiance en soi. Il va te donner un coup de boost, il va te faire du bien au moral, il va te donner envie de faire des choses. Et malheureusement, j'aurais toujours envie d'avoir des nouveaux vêtements dans ma penderie. Et en fait, l'idée, c'était de se dire comment je fais pour faire un vêtement qui reste accessible, parce que c'était vraiment mon postulat de base sur lequel je démords pas. Ouais. Mais je le fabrique en Europe. Il y a des... Je le fabrique pas où il y a un salaire minimum respecté. Et aussi, il y a ça, mais il y a aussi le niveau de vie dans le pays, c'est quoi ? Enfin, il y a différents critères hyper importants. Parce que le salaire de base au Portugal, il est tout petit, mais le niveau de vie, il est beaucoup plus haut. C'est vrai. Et donc, il y a plein de critères comme ça. Les usines, il faut qu'elles soient auditées. Toutes les matières sont naturelles. Le polyester qu'on utilise, il est recyclé ou il est mélangé avec... On essaye à chaque fois d'avoir une alternative la plus propre, j'aime pas trop ce mot-là, mais... Le plus responsable possible, Mais en fait, à aucun moment, il y a écrit qu'on est une marque éco-responsable ou éthique, parce que à partir du moment où tu l'écris, tu l'es plus. Tu trouves ? Je trouve que c'est comme quand tu dis non, mais moi, je suis cool. À partir du moment où tu dis que t'es cool, t'es pas cool. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais comme personnellement, je suis vraiment partisane de la transparence. Moi, je préfère qu'on marque toutes les étapes de où est-ce que c'est fait faire, avec qui sont nos usines partenaires, quelles sont les certifications de nos tissus. Et à partir de ce moment-là, j'ai de la transparence sur tout le processus de production. Ouais. Et il y a des super outils, il y a des Clear Fashion qui sortent, il y a des... Good on You, des Fairly Made avec qui on va travailler. Enfin, il y en a plein qui t'expliquent, qui évaluent un peu. Et du coup, je pense que à partir de ce moment-là, quand tu donnes l'information, le consommateur commence à être éduqué et il doit savoir aussi lire ces informations-là. Enfin, en tout cas, si c'est l'information qu'il cherche, il doit être capable de la comprendre et de la lire. Et en tout cas, l'information doit exister et doit être lisible sur le site. Là où tu as raison, c'est qu'en fait, les personnes qui utilisent aujourd'hui beaucoup les termes collection durable, collection éco-responsable, et ces termes-là, en fait, c'est souvent les personnes qui ne donnent pas d'infos derrière sur comment c'est fait. Donc, c'est uniquement du wording. Et à l'inverse, il y a beaucoup de marques qui font les choses très bien, qui partagent juste, du coup, comment c'est fait, avec quelle matière c'est fait, tout le processus, sans forcément se revendiquer durable. C'est vrai qu'au final, nous, on ne dit pas, tu vois, je ne sais quoi, est une marque éco-responsable, etc. Mais on trouve ça important de rappeler assez régulièrement ce qui nous différencie d'autres marques, parce que c'est aussi, je trouve aujourd'hui, et j'aime bien ce terme-là, de consommateur. C'est aussi comme ça qu'un consommateur peut faire son choix. Et tu vois... les prix de Make My Limonade sont en effet accessibles. Ils restent plus chers que la fast fashion. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, vous payez mieux chaque intermédiaire dans le processus de production. Et pour moi, ça, c'est aussi de la responsabilité. Enfin, c'est de l'éthique. Tu vois, moi, j'appelle ça de l'éthique. Et je trouve ça bien qu'une marque rappelle quel est son fonctionnement pour que derrière, le consommateur se dise « Ok, en fait, cette marque, je peux vraiment lui faire confiance. » Oui, puis il y a aussi toute la partie... production en tant que telle. Déjà, on fait des vêtements du 34 au 52, donc c'est sur plus de 10 tailles. Donc, admettons, je fais 200 robes. Et c'est rare quand j'en fais 200. T'as 200 robes divisées par 10 tailles, et ensuite divisées sur 2 points de vente. Donc c'est bien beau de montrer un corps en 46 sur les photos, mais si la personne qui va en boutique, il n'y a pas sa taille derrière, c'est hyper déceptif. Donc il y a tout tu vois, une espèce d'équilibre entre production, image, discours de marque. Il faut être très aligné. Et en fait, c'est une problématique globale. C'est pas juste de la com, c'est pas juste de la prod. En fait, l'idée, c'est vraiment que toutes ces valeurs, elles infusent dans toutes les strates de la société. Parce que, je dis souvent, en fait... il faut vraiment que le vêtement il soit bien sur un 36,
et aussi bien sur un 52. Enfin, ça sert à rien d'avoir, je sais pas... de proposer cette taille-là, si on a une mini-jupe, ça devient un parachute en 52, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'on reste sur l'idée de la mini-jupe et qu'on y aille franchement. Et que les achats pour la boutique suivent aussi, que ce soit pas juste un truc qu'on va mettre en photo et basta, quoi. Donc, c'est vraiment il y a aussi cette pierre-là, je trouve, qui est de la responsabilité de la marque, de pas vendre une image inaccessible. Il faut que ce soit aussi... il faut pas qu'il y ait une pièce sur le web. Ouais. Et après, c'est dur de savoir comment... Quand t'es consommateur, tu sais pas, en fait. Tu la vois sur le site et puis tu te dis, ah cool, ils font du 52, quoi. En fait, quand tu dis, ok, c'est lancé, et dans les 10 minutes du lancement, il n'y a plus certaines tailles, du moins des grandes tailles ou des petites tailles, tu te dis, mais en fait, vous n'avez pas fait. Enfin, tu vois, il y a un vrai questionnement. Donc, il faut bien analyser aussi ce qui est possible de faire. Et il y a une autre problématique qui est hyper... complexe et fascinante, c'est de se dire nous on fait souvent des pré-orders et en fait ça nous permet de mieux comprendre la communauté parce qu'on produit qu'uniquement ce qu'on a vendu et on voit le pourcentage de 34 versus 52 et on ajuste aussi nos productions d'autres vêtements en fonction de ces pourcentages là, mais souvent c'est difficile parce que il y a plein d'a priori que le 52 par exemple, si je fais un t-shirt sans manches, peut-être que la personne en 52 va pas vouloir le mettre parce qu'elle aime pas ses bras, parce qu'ils sont plus gros. Et en fait, si on montre pas à des femmes qui font du 52 qu'elles ont l'autorisation de porter du sans manches, elles vont pas l'acheter derrière. Et généralement, on se rend compte que souvent, c'est une question de représentation, parce que le produit n'est pas sorti, pas parce que la coupe n'était pas bonne, c'est juste parce qu'il n'a jamais été sorti, il ne nous a pas été retourné. C'est vraiment qu'on n'a pas montré le vêtement de la bonne façon pour montrer aux gens qu'ils ont aussi le droit de porter du sans manche ou une mini-jupe, que sais-je. Une espèce de raccourci qu'on se fait quand on n'est pas concerné, tu vois, sur... on ne s'en rend pas compte, on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas concerné, c'est un privilège, donc c'est hyper cool que vous pensiez à ça. Et je pensais que vous ne faisiez pas de précommande. Vous en faites du coup pour certaines collections, pas pour d'autres on a un système d'alerte stock sur notre site. Et on voit souvent quand il y a un nombre qui s'emballe, on se dit oulala, il y a une demande, il y a un besoin, une envie. Et je pense qu'il faut qu'on y aille franchement sur cette référence-là. Et en fait, il y a des produits qui sont ruptés dans les premières minutes de lancement et c'est pas normal. Ça veut dire qu'on a été... on lit pas l'avenir, sinon je serais pas là. Sinon, ce serait un peu facile. Non, je rigole. Mais tu vois, il y aurait comment dire on lit pas l'avenir, quoi. Et du coup... qu'est-ce que je veux dire ? Le pré-order. Vous avez un système d'alerte de stock ? Non, en fait, quand c'est rupté direct, hop, on lance un pré-order et comme ça, on voit aussi, tu vois, la marge de progression que ça aurait pu avoir. Et du coup, il y a des personnes qui vont le commander alors que vous n'êtes pas sûr derrière de le reproduire ? Comment ça ? Quand tu dis, du coup, quand il est en rupture de stock, vous avez automatiquement un système de pré-order ? Non, quand il est en rupture de stock, on voit les gens qui s'alertent, qui s'abonnent aux alertes stock. On lit aussi tous les commentaires, tous les messages, tous les mails. Et à ce moment-là, vous décidez desquels vous reconduisez ou non. Okay. Mais après, c'est peut-être... ça, c'est une pièce par, je sais pas... tous les 3 mois, tu vois, on fait ça. Et pourquoi, du coup, vous le faites pas sur toutes vos collections ? Parce qu'il y a des modèles aujourd'hui, tu vois, comme Asphalt et tout, qui prouvent assez bien que la précommande... Mais après, je trouve que Asphalt, c'est encore différent, parce que il y a un côté intemporel de leurs pièces. En fait, si tu as envie d'avoir un jean en brut, en précommande, tu en auras envie dans 6 mois aussi, tu vois. Et quand tu as envie d'un body léopard... parce qu'on est au mois d'avril et que tu as envie de le porter le mois prochain, c'est plus difficile de pouvoir attendre. Donc en fait, maintenant, on arrive à... il y a des pièces qu'on fait en pré-order parce qu'on sait qu'on a de la demande sur ça. Donc je pense au body Martha, qui est un de nos bests, où tu vois, le léopard, il était plus long à avoir qu'un noir, par exemple. Mais on a décidé d'acheter de la matière en léopard, parce que c'est ce qui est le plus long à faire. Donc on avait une quantité et c'était un pré-order sur stock. Donc on a vendu... la semi-précommande, quoi. C'est ça, exactement. Donc on teste plein de trucs et c'est génial quand t'as une petite boîte,
tout cas, je considère comme une petite boîte, on peut tester, on est hyper agile, on est capable de sortir de situations. Je pense, tu vois, à la banane aussi, qui est un de nos best, où on a... Au début, personne ne croyait à ce produit. Et j'avais un bout de sequin sur mon bureau et j'ai demandé à la personne qui s'occupe de la prod, tu crois qu'on pourrait en monter une en sequin? Et elle me dit, ouais, mais ça n'a jamais marché avec le zip, laisse tomber. Je dis, non, mais on peut toujours demander, on ne sait jamais. Et l'objet était dément, énorme, c'était genre trop bien. Et un peu, on s'est dit, bon, bah, go, je ferai une photo avec mon portable dans mon appart et on va faire un pré-order et on va voir ce qui se passe. Bon, bah, on a vendu beaucoup. Et c'était cool. Comme quoi, il faut savoir écouter ses intuitions aussi. Hein. Ouais, mais après, si ça n'avait pas marché, c'était pas très grave non plus. Tu vois, il y avait quelque chose de se dire, de toute façon, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. On peut pas savoir, ouais. Et en fait, ça nous a pas coûté d'argent dans le sens où on a monté un proto, on a fait un shooting rien, tu vois, avec une Rings et mon iPhone. C'est le pouvoir du zéro, j'aime l'appeler. Et ça, je sais pas si tu l'as remarqué, parce que du coup, vous avez quand même bien grandi ces dernières années. Et je trouve que parfois, en fait, ça n'apporte pas forcément que des facilités d'avoir plus de moyens, d'avoir plus de... En fait, je trouve qu'il y a aussi vraiment ce pouvoir de la contrainte, où de toute façon, quand t'as zéro bif et que tu dois sortir des trucs, ça pousse à la créativité, tu vois, t'as plus faim que quand tu commences à t'installer. Ouais, mais je pense que c'est une question de mindset. Tu vois, une des valeurs de la boîte, c'est de faire beaucoup avec peu. Et on est hyper frugal. Je pense que demain, on nous donne un budget de 50 000 € pour faire un shoot. Il aura l'air d'en valoir 200 000. Tu vois, il y aura toujours ce côté... on est beaucoup dans la démerde, on a le do-it-yourself dans le sang. Ouais, c'est sûr. En plus, la boîte est quand même autour de ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment une question de mindset. Et je suis pas très inquiète sur on grandit, mais on continue d'être hyper débrouillard sur tu vois, le système D. Ouais. Et c'est drôle. Vous cultivez cet état d'esprit. Ouais. Et il y a un côté très... on se laisse pas aller à la facilité, quoi. Vraiment, Vous êtes combien maintenant? On est 18. Ok, donc ouais, quand même... en comptant le staff de la boutique, Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as remarqué une espèce de point de bascule où ça s'est vraiment accéléré? Ouais, là, on y est, là. Ok. Ouais, nous y sommes, les amis, nous y sommes. Non, mais depuis quelques mois, il y a une directrice générale qui m'a rejoint. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? J'avais quelqu'un depuis un petit moment, jusqu'à début 2020. Et j'avais vraiment adoré travailler avec cette personne. C'était beaucoup de joie. Et moi, ça m'avait libéré de l'espace mental pour créer. Je retrouvais un peu de plaisir et moins de contraintes dès que j'avais mon dessin et de me dire putain, est-ce que ça va marcher? Il y avait moins de... j'étais plus encadrée. Parce que tu n'avais pas t'associer à part les business angels, tu étais seule CEO de la boîte. J'avais des intérimaires qui m'aidaient sur la partie sociale, sur la partie compta. D'accord. Mais stratégiquement parlant, j'étais solo. Et du coup, lui, il est parti, il s'est fait débaucher par une grande maison de couture et j'étais très heureuse pour lui. Mais j'étais solo. Donc il y avait des intérimaires qui venaient m'aider sur la partie chiffrée, on trouvait des solutions, mais c'était très comment tu dis, d'instinct, et je faisais hyper gaffe avec les thunes, je dépensais pas grand chose, j'essayais d'être toujours frugale sur la façon de dépenser l'argent, et depuis puis en fait ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai eu un bébé l'année dernière. Ouais, non, il y a 15 mois. Et je me suis dit que je voulais que quand je dormais pas la nuit, que ce soit à cause de ma fille et pas à cause de ma boîte. Et j'ai pris un cabinet de recrutement parce que je le trouvais pas. Et puis, tu vois, de faire des prières à l'univers, des fois, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et il y a des gens très bien pour m'aider. Et c'était un poste qui était vraiment clé. Je voulais pas laisser... Ouais. Je voulais pas avoir une déception supplémentaire de quelqu'un qui s'en va. Je voulais vraiment sécuriser le poste. Et cette personne m'a rejoint
en juillet. Et c'est trop bien. Ah, chouette. Ouais. Et comment vous répartissez les tâches, du coup ? Écoute, c'est la partie, on va dire, financière. J'allais dire stratégie, mais j'ai toujours un œil quand même sur la stratégie. Mais en fait, elle pilote, on va dire, elle pilote l'activité en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. Ouais. Donc, moi, je mets des guillemets, qui a dessiné les collections, évidemment manager les gens, organiser les shootings, mais vraiment me focaliser sur les choses que j'aime faire et pas faire des rendez-vous à la banque, aller trouver des fonds, des subventions, régler des problèmes RH. Enfin, vraiment, je suis dédiée à la création et c'est trop bien. Mais ça, c'est chouette parce que j'ai l'impression que pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs, plus t'avances, moins tu fais ce que tu voulais faire à la base. C'est vrai. Tu vois, c'est qu'en fait, tu crées ça pour X ou Y raison. Toi, c'était pour créer. Et c'est vrai que plus la boîte grandit, plus il y a des responsabilités qui viennent s'ajouter. Et c'est chouette, du coup, de voir qu'en fait, toi, tu as trouvé cette solution de te dire, en fait, moi, je vais être accompagnée par quelqu'un qui va manager cette partie-là pour que je puisse me consacrer à ce que j'aime faire, en fait, et ce dans quoi je peux vraiment apporter de la valeur. Mais il a fallu 7 ans. Tu vois, Ah oui, il a fallu 7 ans. Ouais. Donc, comment tu répartissais ton temps il y a encore, 4 ans ? J'en ai aucune idée. Tu ne t'en souviens plus ? Enfin, franchement, je pense que là, j'ai terriblement hâte des prochaines collections parce que ça va être les premières qu'on a fait ensemble. Enfin, en tout cas, avec la nouvelle stratégie, avec le nouveau rythme, Et moi, j'adore créer avec des contraintes. Donc, j'aime bien qu'on me dise... je pense qu'il faut qu'il y ait tant de robes, je pense qu'il faut qu'il y ait tant d'imprimer. Enfin, j'ai besoin d'avoir des... Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont de la contrainte créative un peu. Ça. Hein. Et des fois, d'avoir une carte blanche, évidemment, j'analysais des chiffres et des données, mais c'était un peu du doigt mouillé. Et là, clairement, j'ai une sensation carré, que c'est carré et de me dire peut-être que c'était trop amateur avant. Enfin, je sais pas, même si je dénigre pas tout le chemin parcouru, mais là, j'ai vraiment la sensation d'avoir grandi et de prendre un plaisir dingo dans ce qu'on fait et d'être et que chaque personne est à sa place. En fait, j'ai des collaborateurs qui sont géniaux, qui sont quasiment tous là depuis le début et j'étais très soutenue. Ils ont tous ils ont tous fait 1000 désolé, ils ont fait 1000 autres jobs, tu vois, que le leur pour m'aider. Et là, j'ai la sensation que c'est enfin... il y a une colonne vertébrale, quoi. Enfin, tu vois, on était tous le puzzle est vraiment en train de... On a un tuteur, quoi. On sait où on va. Vous avez eu des moments de galère ? Ah ouais, des milliers. Tu peux nous parler d'un moment particulier qui t'a particulièrement fait stresser ? Ouais, oui, c'est après le Covid. On est au mois d'octobre. Et c'est ce fameux mois où j'ai la personne qui s'occupe en externe de la finance me dit bon, bah là, pour payer les fournisseurs, il nous manque 60 000 € ce mois-ci. T'as pas une idée ? Je dis bah là, on est le 20, en fait. Non, j'ai pas d'idée. Il me dit bah dors dessus et on se rappelle. Je fais ok. Bonne nuit. Super. Et c'est là où il y a cette banane sequin sur mon bureau et il me dit si on la vend 89 €, 60 000, je fais une division. J'en fais on fait 3 modèles. Faut au moins qu'on en vende, je sais pas, 700. Enfin, je sais plus, je dis des chiffres à la con là, mais. Bon, voilà, on l'a fait, on a fait les photos, on a lancé le samedi et on a sauvé le mois. Enfin, mais c'était... C'était une extremis. Ouais, mais je suis sûre qu'on aurait tiré... Enfin, on aurait les appelés, on aurait dit est-ce qu'on pourrait avoir une semaine de délai. Enfin, on aurait trouvé des solutions, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments chauds aux patates. Qui est assez propre au textile, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'une marque qui vend bien ne veut pas forcément dire
une marque qui n'a pas besoin de trésor. Parce qu'en fait, tout ce qu'on gagne doit être financé derrière, sert à financer d'autres collections. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez terrible, je trouve, dans la finance, dans la finance, non. Non, ce n'est justement pas la même chose, mais dans le textile, des mois où tu peux être dans le rouge, quoi. Tu sais, les mois qui sont les plus détentes, en gros, les mois d'août, c'est peut-être le pire mois de l'année, parce qu'en fait, tu dois financer ta prochaine collection qui va sortir en septembre, mais il n'y a pas de rentrée d'argent au mois d'août sur ton site, ou très peu, et l'activité est calme, et la boutique est fermée, donc t'as tout un... Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. En plus, bon, toi, t'avais la chance aussi d'avoir une communauté en lançant la marque Make My Lemonade. Comment t'as fait pour toucher un autre cercle ? Parce que convaincre des personnes qui te suivaient déjà, qui connaissaient ton univers, c'est un peu plus facile que d'aller convaincre des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi ou tes produits. Je pense que j'ai pas un souvenir d'avoir une stratégie pour ça, mais ce qu'on appelle l'acquisition, en fait. Ouais, l'acquisition. On a commencé à faire de la publicité en 2018, donc la marque avait 3 ans. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à recruter de nouvelles personnes. Mais aussi, c'est en le bouche à oreille. Et en étant sûr et certain de nos produits, tu vois, on se rend compte que dans les campagnes de pré-order, quand on va revendre notre fameux Body Martha, on acquiert des nouvelles clientes qui ne nous connaissaient pas, qui n'ont jamais commandé chez nous. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on l'a analysé comme ça. Des filles qui ont le Body Martha, qui le portent et que leurs potes sont là genre « Ouais, mais c'est quoi ce truc, il te va trop bien. Ah, mais tu peux pas l'acheter pour l'instant, mais je te dirai quand il sera de nouveau disponible à la précommande. » Et c'est... on se rend compte que voilà, le Body Martha, la banane, c'est des produits sur lesquels on a flash, trouvé, et du flash, coup, ouais. Mais tu vois, le Body Martha, il arrivait en 2017, la banane elle arrive en 2020, c'est des produits qui ont une belle longévité, ont une belle longévité, mais qui sont pas arrivés tout de suite. On l'a analysé comme un best, mais il a fallu du temps. Et puis le principe de Make My Lemonade, c'est quand même très coloré, très fun, et il faut aussi adhérer aux univers qui changent régulièrement. Puis si une collection ne te plaît pas une saison, on espère qu'elle te plaira la saison d'après. C'est pas des collections interchangeables. On part du principe que moi je m'ennuierais si c'était linéaire et que tu vois, c'est toujours un peu la même chose, mais parce que ce que j'aime, c'est raconter des histoires et la couleur, mais j'aime bien aussi de me dire qu'on est multifacette. C'est pas parce qu'aujourd'hui on adore ce pantalon moutarde que on va l'aimer toute sa vie. C'est sûr. Voilà. Ouais, c'est, comme tu dis, ça raconte aussi quelque chose de nous à un moment donné, en fait, les vêtements. Et je me posais une autre question par rapport à ton processus un peu créatif, parce que du coup tu es un peu la créative de la marque. En plus là tu as un enfant et demi, donc comment tu arrives à nourrir cette créativité et à la nourrir, l'entretenir et ne pas la sacrifier, parce que je trouve que il y a toujours beaucoup d'opérationnels, il y a toujours quelque chose à faire, donc consacrer du temps à plus du fond, de la réflexion, du brainstorm, c'est pas toujours évident. Ah ouais, j'ai pas de... si, j'ai commencé à avoir une petite recette, mais il y a des collections, je peux en rêver la nuit, et le lendemain matin, elle est là, et c'est trop bien. Et il y en a d'autres où je peux recommencer 30 fois avant de... je pensais ça parce que quand la directrice générale est arrivée, j'avais l'impression que je faisais plein de dessins, mais j'ai l'impression de faire des dessins pour lui plaire et pour faire des trucs commerciaux. Et en fait, ça me ressemblait pas. Donc j'ai recommencé. Et je lui montrais des trucs. Et en fait, 2 jours plus tard, j'avais tout jeté. C'était, mais genre... Ça s'est fait dans la douleur parce qu'il a fallu que je trouve un équilibre entre ce qu'elle me demandait de sourcer, pas de sourcer, mais de produire, d'imaginer, de puiser au fond de l'essence de Make My Lemonade et la nouveauté. Et en fait, c'était un nouvel exercice parce que j'avais des guidelines de OK, il faudrait qu'on ait tant de références, mais vu qu'on fait pas de solde, ce serait bien aussi que tu ailles piocher dans des anciennes co pour remontrer des pièces. Il y avait plein de contraintes que j'avais pas forcément, et là je suis contente que j'ai trouvé un rythme, mais en fait le processus créatif il est
on va dire, en 3 couches. Il y a une couche qui va pas être glamour, qui est les chiffres. En fait, la construction de collection, généralement, c'est un de mes associés qui m'avait dit ça. Il faut généralement 2 hauts pour un bas. Donc, tu as une idée à peu près d'un ratio. T'as ça. T'as aussi l'analyse des anciennes collections. Qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, ce qui a fonctionné. On fait aussi beaucoup de sondages avec nos clientes qui nous disent ce qu'elles aiment, ce qu'elles ont envie de faire. On a un petit sondage sur le site qui s'appelle le Limonade Squad. Et du coup, tu t'inscris et régulièrement, on t'envoie des questions sur ce que tu aimerais faire. C'est un peu le board secret de Make My Lemonade. Et on les interroge régulièrement avec des mood boards, des choses. Et c'est très chouette d'avoir le feedback. Donc ça, c'est la première strate. Ensuite, il y a la strate print. Et donc là ça peut être plus ou moins long parce que c'est du jus de cerveau pur où là, j'ai carte blanche. Et en fait, je crée une gamme de couleurs avec le pantonnier qui est des petites mouchettes, des petits échantillons de couleurs. Et je fais une gamme de entre 12 et 15 couleurs. Et je me dis, qu'est-ce que je vois ? Est-ce que j'ai envie de fleurs ? Est-ce que j'ai envie de pois ? Est-ce que j'ai envie de rayures, de carreaux ? Et je dessine des prints. J'ai des bibliothèques d'archives de dessins libres de droit que je tords, je change. Enfin, il y a plein de trucs. Et ensuite, une fois que j'ai mes prints, ce qui est le plus long, c'est le développer et de teindre et le fil. Enfin, ça, c'est le plus long. Donc, je lance les prints. Et une fois que les prints sont lancés, je commence à dessiner les vêtements avec la data de la strate 1 et les prints de la strate 2. Et les dessins arrivent. Et des fois, ça coince, quoi. C'est ça qui est dur avec la créativité, hein. C'est qu'il n'y a pas de remède. Et c'est aussi la beauté de la chose, quoi. C'est que c'est pas mathématique, c'est pas mécanique. Et enfin, tu vois, il y a des moments où je sais pas pourquoi... alors qu'il y a une collection qui est genre l'essence de Make My Lemonade, tout le monde est genre waouh, et moi je suis plus excitée par celle d'après. Mais je peux pas te l'expliquer, enfin voilà. C'est très impénétrable pour l'instant pour moi, c'est pas une recette magique. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour ton business d'avoir un enfant ? Que rien n'est grave. Franchement. Enfin, la boîte qui est une merde, c'est pas... Il y a plus important, quoi. En fait, tant que ça touche pas mon équipe, ou le salaire de mon équipe, ou le bien-être des gens de mon équipe, tout le reste, c'est pas grave, quoi. Enfin, franchement, encore une fois, on soigne personne, on apporte de la joie, et ouais, s'il y a une galère de prod, c'est la vie, hein, on mettra une semaine de plus à livrer, et puis voilà, enfin... Ouais. Et ça m'a aussi aidé à prendre du recul, encore une fois, hein, sur vraiment couper. Vraiment, à partir de 18h30, je suis plus là. Même si je reviens la nuit avec une idée, je la garde pour le lendemain matin, je vais pas envoyer un mail ou quoi. Mais non, des vraies coupures, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant ? Avant Make My Lemonade ? Ouais. Ou au tout début ? Je sais pas, j'ai l'impression que je ferais tout pareil. Enfin, j'ai fait plein de conneries, je me suis cassé les dents sur plein de trucs, mais c'était hyper formateur, quoi. Enfin, encore une fois, j'aime bien apprendre. Enfin, je vois pas ça comme des échecs, je vois plus ça comme des moins grands succès. C'est une belle façon de le dire. Mais en tout cas, il y a, des apprentissages, quoi. Ouais, c'est des apprentissages, et puis tu te dis, voilà. Oui, c'était un mauvais recrutement, mais en vrai, maintenant, je sais que le prochain... je ferais différemment, ou prendre un recruteur, ou tu vois, je préfère avoir le verre à moitié plein. Mais ouais, non, s'il y avait un truc, j'aurais aimé qu'on me dise de plus me faire accompagner et d'essayer de faire moins de trucs moi-même, même si j'en fais... Enfin, j'ai assez vite eu ce conseil-là, tu vois, sur toute la partie... financement, recherche de locaux, enfin, dès que j'avais affaire à un mec, c'était compliqué, quoi. Enfin, vraiment, ça, j'aurais bien aimé être un tout petit peu plus aguerrie sur le fait qu'on me dise qu'être une femme, ça pouvait aussi être un frein. Malheureusement, encore dans notre société. Comment est-ce que tu progresses ?
Avec mes collaborateurs. Franchement, je ne serais jamais là où j'en suis sans eux. Et je progresse en ayant la sensation que rien n'est jamais acquis. J'ai toujours peur que ça s'arrête demain. Et la peur. Je sais pas, une peur qui te ronge, mais le doute, quoi. Ouais, mais le doute, je pense que c'est ça qui... C'est une sorte d'adrénaline aussi, hein, qui te fait tenir et qui te donne envie de faire mieux, qui te donne... tu vois, on parlait d'éco-responsabilité, je pense que on est très conscient de tout ça et que la marge de progression, elle est phénoménale, mais pour tout le monde. Je pense que c'est passionnant et quoi, on a encore 1000 trucs à mettre en place, quoi. Ça, c'est complètement génial. C'est vrai, c'est ce qui est excitant aussi. Ouais. Ouais. J'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? J'aimerais bien entendre Fanny Boucher, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Begla Begum, qui est une amie aussi, mais qui a un parcours de vie assez extraordinaire et une façon bien à elle de raconter des histoires, et je suis sûre qu'elle serait passionnante. Trop chouette. Bah écoute, avec plaisir, on s'en reparlera. Je vais te poser du coup la question signature du podcast. Okay. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Je pense que ça, c'est peut-être un peu basique, mais de rendre des comptes à personne à part à soi-même. Et surtout de se lever le matin en ayant une furieuse envie de découvrir ce que la journée nous réserve et de jamais avoir une boule au ventre quand on avance dans la journée. Ouais, comme tu l'as pu avoir. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait de l'avoir eu, ça t'a aussi autant motivé à ne plus jamais la ressentir ? Ouais, je pense. Et je pense aussi que ça m'a rendue une meilleure personne, on va dire, un meilleur manager. Plus empathique, quoi. Ouais, plus empathique. Et même si on ne pourra jamais plaire à tout le monde et on fera toujours des erreurs qui blesseront, ça m'a aussi appris à essayer d'être la plus d'humeur égale possible. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de récupérer, d'interagir avec quelqu'un, tu ne sais pas dans quel état tu vas le trouver. C'est épuisant pour tout le monde. Et ça m'a... Même si ça ne me l'a pas appris directement, c'est un truc qui m'a... Un enseignement que ça m'a retiré, ouais. Trop chouette. Écoute Lisa, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur Make My Lemonade, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur le site de Make My Lemonade. Super, je mettrai ça dans les notes du podcast avec le compte Insta. Et puis j'espère à très vite. Ça marche, merci beaucoup.